Bonsoir à tous. Payadoua Boupessi en costume de médiateur donc. C'était le week-end dans les cantons d'Aloum, Baga et Défalé dans la préfecture de Doufelgou. Un différent foncier oppose ces communautés. Le ministre en charge des collectivités locales est allé prôner la retenue. Nestor Bouzou. Les cantons d'Aloum, de Baga et de Défalé dans la préfecture de Doufelgou sont limitrophes. La cohabitation des populations de ces cantons est devenue difficile ces derniers mois. Une crise a éclaté en juin dernier entre ces cantons. Au cœur de cette crise, un litige foncier. Des affrontements s'en sont suivis entre Baga et Défalé, entraînant des blessés et des dégâts matériels. Le gouvernement s'est saisi de l'affaire. Des pistes de solutions sont à l'étude. En attendant, il préconise la retenue et le dialogue. C'est le message que le ministre de l'administration territoriale, de la décentralisation et des collectivités locales est venu délivrer à Niamtougou aux délégations des cantons concernés, tout en cherchant à comprendre le fond du problème en vue de la remédiation. Le chef de l'État insiste. La seule arme positive pour régler les problèmes, c'est le dialogue. Et donc c'est ce que nous sommes venus partager avec nos frères et sœurs de Doufelgou. Il y a des problèmes de fond, sur des litiges fonciers, il y en a un peu partout. Ils vont dialoguer entre eux et recourir aux informations auprès des anciens. Et ils vont sûrement trouver des solutions. Et ils vont être aidés par le conseil de chefferie traditionnelle. Une structure qui a été prévue par la loi et dont les contours ont été définis dans le décret d'application qui a été pris cette année 2016. Et donc cette structure est officiellement mise en place aujourd'hui. Le conseil des chefs traditionnels de la préfecture de Doufelgou, ainsi installé, compte 27 membres. Ce conseil est dirigé par Bahamateba Passago, chef du canton de Agbandeyaka. Bientôt la rentrée universitaire. Les enseignants-chercheurs de l'université de Lomé se mettent à niveau. Une formation sur la pédagogie universitaire a commencé ce lundi sur le campus. La présidence de l'université entend donner là une chance à la compétence et à l'efficacité. Clarisse Atikler. Les enseignants-chercheurs. Les universités publiques du Togo sont de plus en plus tournées vers l'innovation et l'excellence. Sur initiative de la présidence de l'université de Lomé, les jeunes enseignants, chercheurs et les assistants s'approprient ici la pédagogie universitaire, un ensemble d'éléments indispensables permettant aux enseignants de former des diplômés compétents et compétitifs sur le marché de l'emploi. Il ne s'agit pas d'avoir un doctorat pour savoir enseigner. D'accord? C'est un métier, il faut également le dérouler. C'est pour ça que nous devons aujourd'hui nous mettre en norme. Par rapport à la nouvelle donne. Aujourd'hui, nous sommes accusés d'être à travers et que ce que nous donnons n'est pas adéquat avec l'emploi du marché. Donc, vous voyez, donc ça veut dire que tout ça, ça rentre dans la pédagogie. Et aussi, quand je viens pour enseigner mon cours, il faut que l'étudiant sache déjà où il va, quel est le profil, quelle est la sortie, qu'est-ce qu'il va faire avec mon cours. C'est ça, la pédagogie. La session dure 5 jours et fait suite à celle de Kara, conformément à la nouvelle vision de la formation et de la recherche dans les universités publiques, surtout à l'ère du numérique. Il est donc primordial que la qualité de l'enseignement soit améliorée et les autorités togolaises y tiennent. Les outils, les méthodes ont beaucoup évolué. Et notamment, nous sommes aujourd'hui à l'ère du numérique, avec des outils pédagogiques qui révolutionnent l'enseignement universitaire dans l'ensemble. Et de ce point de vue, la formation est une nécessité parce qu'il faut se mettre à la hauteur des exigences actuelles. C'est bien pour cela que nous saluons la tenue de ces ateliers et que nous les encourageons. Les thématiques couvrent l'ensemble des problématiques de l'enseignement supérieur. L'acteur enseignant, sa relation avec l'étudiant et tous les aspects de l'enseignement à distance par exemple. Donc toutes ces thématiques-là seront développées, relever la qualité de la formation. C'est bien ça l'objectif. C'est l'engagement et la volonté des universités publiques du Togo qui se matérialisent une fois encore. Elles veulent devenir de véritables institutions
où l'adéquation formation-emploi est de rigueur. À Kara, justement, leurs collègues ont bouclé, eux, leur séance de formation la semaine dernière. Et tout comme à Lomé, les enseignants-chercheurs de l'université de Kara ont travaillé, eux aussi, sur la pédagogie universitaire. Ça devrait valoriser un peu plus le système licence, master, doctorat, LMD, le compte rendu. Nestor Mouzou et notre bureau à Kara. À l'ère du système licence, master, doctorat, l'initiation à la pédagogie universitaire est apparue comme un outil indispensable aux enseignants. L'Université de Kara vient de renforcer les capacités de ses enseignants, chercheurs, assistants en particulier, et de tous les autres en général sur cette pédagogie universitaire afin qu'ils puissent donner un enseignement de qualité aux apprenants. Les formateurs étaient amplement à la hauteur. Et ceci nous rassure qu'au Togo, nous avons des spécialistes capables d'accompagner le gouvernement, les universités publiques et même les universités privées dans la rénovation pédagogique pour que l'enseignement supérieur ne soit pas simplement une fabrique de diplômés, mais de diplômés capables de s'insérer efficacement dans la vie professionnelle. Certes, la formation est axée sur la pédagogie universitaire, mais plusieurs autres aspects ont été abordés. Les différentes autorités, qu'elles soient d'ici ou de l'université de Lomé, nous ont renseigné sur différents aspects, notamment l'assurance qualité, la carrière de l'enseignant-chercheur, ont été abordés également le droit du travail, les actions que nous devons mener en tant qu'enseignants-chercheurs, tant au sein de l'université qu'à l'extérieur de l'université. Et à la suite, nous avons eu droit véritablement à la formation, à la pédagogie universitaire. Le passage par une formation en pédagogie universitaire donne droit à une attestation, une pièce désormais exigée pour le concours d'agrégation du Conseil africain et malgache de l'enseignement supérieur. Le ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche a affiché sa satisfaction par rapport à la session de formation. Nous avons été édifiés par tout ce qui a été fait et cela augure d'une rentrée académique qui donnera les pleines promesses de ce que nous en entendons. Il s'agit de former les enseignants aux outils modernes de la formation universitaire, qui passe notamment par la maîtrise de la pédagogie numérique. Un élément incontournable aujourd'hui dans la formation dans les universités publiques en général, les universités. Et le Togo ne saurait déroger à cette règle. Nos enseignants sont en ordre de bataille pour maîtriser ces outils et mieux accompagner les étudiants. Le ministre a précisé qu'un suivi sera fait pour mesurer l'impact et poursuivre les formations ciblées. Toujours dans l'optique de la qualité de l'enseignement, l'Université de Kara se propose d'élaborer dans les prochains jours le livret de l'étudiant et de mettre en ligne les cours à partir de l'année académique 2016-2017. Pendant ce temps, à Niamtougou, à l'école nationale des instituteurs, on a parlé également de pédagogie, mais de pédagogie active. Quelle nuance! Les étudiants de l'ENI de Niamtougou ont justement travaillé sur leur module. Les explications, le reportage de Nestor Mouzou. Au cours de leur formation dans les écoles normales d'instituteurs, les élèves instituteurs suivent des stages dans les écoles d'application et écoles associées. Les élèves maîtres apprennent donc auprès des enseignants déjà opérationnels. À l'ENI de Niamtougou, les équipes pédagogiques de ces écoles ont été conviées à une session de formation de 3 semaines sur les méthodes pédagogiques actives, pratiques qui sont appelées à inculquer aux stagiaires qu'ils recevront. L'enjeu principal est de qualifier les instituteurs pour améliorer la qualité de l'enseignement au primaire. La pédagogie active, c'est une façon d'enseigner qui met l'élève au centre des apprentissages et l'amène dès l'enfance à savoir faire de la recherche en toute autonomie avec à côté un enseignant qui joue le rôle de guide et d'accompagnant. Nous avons rappelé à nos collègues enseignants les techniques que les instructions officielles du Togo, je veux dire le document de base qui donne les consignes nécessaires sur comment enseigner de façon pratique pour que
nos enfants soient capables de pouvoir réussir l'éducation. Ce renforcement des capacités compte pour le PIPAC, projet d'intégration de la pédagogie active dans les ZENI et les écoles d'application et associées au Togo, coordonné par la direction de la formation au ministère des enseignements primaires et secondaires. C'est le CIPAC, Centre international de pédagogie active, qui a été retenu pour développer le projet. On leur a apporté une somme de choses vraiment très très importantes, toutes les techniques de pédagogie active comme le texte libre, l'entretien du matin, la correspondance scolaire, le journal scolaire, les recherches mathématiques, l'étude du milieu. 152 enseignants ont bénéficié de cette formation. Le projet est accompagné financièrement par l'Agence française de développement et Réaction. Toutes les écoles d'application ou associées des autres ZENI sont aussi prises en compte par le projet. Elle s'appelle Condit, elle est revendeuse de Tchakpalo au marché de Dapaon. Il y a 2 ans déjà, Condit a appris à lire et à écrire. En quoi l'alphabétisation contribue à l'autonomisation de Condit? Le thème a fait l'objet d'une campagne de sensibilisation sur place. La ministre Yenchari Kolani a également entretenu l'assistance sur la cohésion et la paix à Dapaon, la correspondance de Désiré Aloy. L'alphabétisation des adultes signifie que les individus âgés ont le droit d'acquérir des compétences qui vont leur permettre de vivre et de travailler de manière épanouissante. Une sensibilisation du ministre de l'Action sociale, de l'alphabétisation et de la promotion de la femme à Dapaon. L'activité se situe dans la droite ligne des efforts consentis par le gouvernement togolais sur le terrain pour donner aux hommes et aux femmes un canal pour mieux gérer leurs activités. Aujourd'hui, à cause de l'alphabétisation, je sais écrire et lire. Maintenant, on ne maîtrise pas. Arrivé au marché, je vends mes choses clairement. À la maison, je sais comment donner l'enfant le produit. Avant, je regarde sur le mur pour voir que il est l'heure de préparer. Maintenant, je regarde sur le portable ou bien sur la montre. Refuser donc aux femmes de se faire alphabétiser signifie leur refuser à avoir accès à un outil puissant qui pourrait leur permettre de participer de manière significative et efficace à la définition d'une ligne de développement qui garantirait l'équité et le pouvoir de se transformer. Les femmes, nous les avons réunies pour 2 choses. La première chose, c'est pour leur parler de la contribution de l'alphabétisation à leur autonomisation. Alphabétisation comme levier de leur autonomisation. Nous ne pouvons pas nous développer sans apprentissage. Et pour apprendre, le minimum, c'est de savoir lire, écrire et calculer. La deuxième chose est que nous voulons inciter les femmes à s'intéresser de plus en plus à la gouvernance locale. On ne peut pas être leader ou bien on ne peut pas contribuer au développement si on n'est pas une personne qui sache cultiver et consolider la paix. Parmi plus de 800 millions d'analphabètes à travers le monde, 500 millions sont des femmes qui ont besoin d'une dynamique comme l'alphabétisation fonctionnelle pour se relancer. 12 centres dans ce sens sont en voie de matérialisation dans la région des savanes pour servir d'école à ces femmes et hommes qui ont besoin de cet outil d'épanouissement. À signaler dans l'actualité également ce soir la fin des activités de la 12e journée nationale de la commune togolaise. Le thème retenu cette année, décentralisation et développement local, contribution des partenaires publics et privés. Le compte rendu, Viviane Souvi, Sonia Médico, Charlotte Moussimi. Après 2 jours de travaux, les participants à la 12e journée nationale de la commune togolaise ont mis sur pied un plan d'action pour accompagner le processus de décentralisation en cours au Togo. Il s'agit du projet d'amélioration de la gouvernance locale pour l'exercice de la maîtrise d'ouvrage communal PAGLEMOC. Ce projet va se baser sur les centres de ressources au niveau des régions qui vont appuyer les collectivités dans différents domaines, à savoir la sensibilisation des populations sur les civisme fiscal, la sensibilisation de ces populations sur aussi la gestion de l'état civil pour que ces populations-là sachent l'importance de l'état civil au niveau de la vie du citoyen.
Ce projet-là aussi va appuyer les collectivités pour réaliser des ouvrages liés à l'eau et à l'assainissement, comme le prévoit le volet eau-assainissement du SCAP au niveau national. La décentralisation est un processus très complexe et nécessite une synergie d'action, d'où l'importance du thème retenu pour cette journée. Décentralisation et développement local, contribution des partenariats publics-privés. Le Togo est en plein chantier de mutation encore en décentralisation et au bout de ce chantier, il y aura les élections locales. Et nous nous préparons déjà pour que demain, ceux à qui nous allons passer le témoin ne recommencent pas à zéro. Donc c'est ça qui fait que l'UCT s'est engagé résolument à commencer par trouver des pistes de solutions aux problèmes de financement du développement local. Pour l'exécution de ce projet, le Togo peut donc compter sur l'appui technique et financier de ses partenaires, notamment l'ONG Eau Vive, le programme Solidarité Eau, l'ambassade de France au Togo et l'Union européenne. Tout le monde, tous les citoyens, tous les hommes et femmes du Togo se sentent partie de ce pays, sans discrimination. Et je pense que dans cet esprit, comptez sur nous. Et je me permets, mes collègues de l'AFD, de la GIZ sont là dans la salle, je me permets de prendre la parole en leur nom. Comptez sur nous tous. Il n'y a pas... Nous défendons l'intérêt général de la meilleure manière que vous nous disiez à faire. Et sur ça, comptez sur nous, nous serons à vos côtés. Le représentant du ministre de l'administration territoriale a, au nom du ministre, invité les différents acteurs à œuvrer pour la bonne marche du projet Paglemouk. Pour la circonstance, un cadeau symbolique a été offert au maire de Breton en France par le président de l'UCT pour avoir mis son expertise au profit de cette journée. Il est 20h18. L'actualité, c'est aussi la célébration demain, 27 septembre, de la Journée mondiale du tourisme. Promouvoir l'accessibilité universelle en faveur d'un tourisme pour tous, eh bien, c'est le thème retenu pour cette 37e édition. Un thème qui a inspiré le message de la ministre en charge du tourisme, les grands axes consiglés, Ramdan Bassina. L'Organisation mondiale du tourisme, qui est une agence des Nations Unies, entend poursuivre ses efforts dans l'atteinte des objectifs de développement durable. Il s'agit de son chapitre 16 qui insiste sur la promotion des sociétés justes, paisibles et inclusives. D'où le thème de cette 37e édition de la Journée mondiale du tourisme, promouvoir l'accessibilité universelle en faveur d'un tourisme pour tous. Le tourisme comme vecteur de paix, de solidarité et de cohésion sociale. C'est ce bel exemple de l'impact du tourisme sur les sociétés que le secrétaire général de l'OMT a bien voulu mettre en exergue dans son message officiel de la journée en déclarant que les voyages nous permettent de rencontrer de nouvelles personnes, d'admirer de nouveaux paysages et de découvrir de nouvelles idées. En général, plus nous voyageons, plus notre perception du monde change. Les voyages font de nous des êtres meilleurs sans aucun doute. Mesdames et messieurs, selon les statistiques de l'Organisation mondiale du tourisme, en 2015, le nombre d'arrivées de touristes internationaux s'est élevé à 1,184 milliard et suivant les prévisions, il atteindra la barre des 2 milliards en 2030. Il faut noter que ces chiffres ne comprennent pas ceux du tourisme intérieur des pays membres qui sont de loin plus importants encore que pour le tourisme international. Le gouvernement togolais a déjà compris l'importance du tourisme dans le développement, d'où l'adoption de plusieurs politiques et programmes. Il s'attelle désormais au tourisme domestique. Au Togo, le gouvernement s'est résolument engagé dans le développement et la promotion du secteur touristique. L'adoption du document de politique nationale du tourisme en 2011, la validation du plan directeur de développement et d'aménagement touristique en 2014, la rénovation de l'hôtel 2 février sous le label Radisson Blu, la récente tenue à Lomé du Forum international sur les investissements hôteliers et l'organisation dans quelques semaines à Lomé
du sommet de l'UA sur la sécurité, la sûreté maritime et le développement en Afrique sont là quelques-uns des actes forts qui témoignent de cet engagement au plus haut niveau de l'État. Mesdames et messieurs, le concept de tourisme pour tous nous invite à une profonde réflexion sur la problématique du développement et la promotion du tourisme domestique au Togo, c'est-à-dire de la découverte du Togo par les Togolais. Nous sommes tout à fait conscients des problèmes financiers qui peuvent limiter la pratique du tourisme par des nationaux. Cependant, j'invite tous les Togolais à saisir toutes les occasions à travers les relations des parents et les amis originaires de différentes localités du Togo pour voyager et découvrir leur pays. Aucun coin de notre pays ne doit être étranger à aucun Togolais pour quelque raison que ce soit. Le ministère en charge du tourisme se félicite enfin des initiatives privées, celles des écoles et opérateurs touristiques qui organisent excursions et circuits touristiques à la découverte du Togo profond, ce qui favorise un brassage entre la jeunesse. Elle a émis le vœu de voir les prix des prestations être accessibles à tous en vue d'induire des changements positifs. Voilà, et la journée, c'est donc demain, 27 septembre. Les grands axes, on en reparle dans un instant précisément, les grands axes du projet de stratégie de la protection du littoral. Sachez d'abord que le groupe Bolloré, à travers sa filiale Togo Terminal, dispose désormais d'un scanner mobile de dernière génération. C'est pour détecter les produits illicites qui transitent par les conteneurs. Le nouveau matériel vient d'être présenté à la presse. Edem Sousouko. Le port autonome de Lomé renforce son système de contrôle et de sécurisation des marchandises à travers Togo Terminal, filiale du groupe Bolloré. Le groupe Bolloré a acquis un scanner mobile de type RoboScan, le premier de sa gamme, le plus avancé technologiquement disponible sur le marché mondial. C'est un outil qui va faciliter la détection des produits illicites et de fraude. L'avantage que nous avons avec ce scanner, c'est qu'on peut partager les images de façon instantanée avec la douane qui de son côté pourra analyser les images scannées en posant des filtres que le système offre. Togo Terminal est l'un des ports, sinon le premier port de l'Afrique de l'Ouest à avoir acquis ce scanner. Ce scanner mobile sans conducteur peut traiter jusqu'à 150 conteneurs par heure en mode portique. Une véritable révolution qui réjouit l'OTR, en ce sens que le dispositif va contribuer à la réduction du temps de passage en douane des marchandises. Cela permet aux vérificateurs que nous avons au niveau de l'office d'étudier rapidement la déclaration et de réduire suffisamment le temps d'attente des conteneurs en douane. Parce que les opérateurs économiques veulent aujourd'hui réduire ce temps de passage en douane là, qui constitue une source de gain pour ces opérateurs-là. C'est pour nous une très bonne chose lorsque nous savons que très prochainement notre pays va accueillir un grand événement. Il s'agit du sommet sur la sécurité maritime. Et quand on parle de sécurité maritime, le Togo n'attend pas que l'événement démarre avant d'y aller. Doter nos infrastructures portuaires qui gèrent l'essentiel du fret à destination du Togo et en transit par le Togo de scanner, je crois que ça participe à la volonté du gouvernement de sécuriser tout ce qui passe par la mer. Ce scanner est donc un outil important qui va renforcer la notoriété du port autonome de Lomé dans les domaines de la sécurité et de la sûreté portuaire et le hisser parmi les ports les plus sécurisés de l'Afrique. Le Togo est l'un des rares pays africains à disposer de ce mécanisme de contrôle sur la plateforme portuaire. L'acquisition du scanner complète les dispositifs de pont, bascule et de pèse à l'essieu mis en place au port autonome de Lomé. Le port dispose également d'un poste de contrôle sécurité pour surveiller tout le terminal. Les caméras de surveillance ont une large portée jusque sur la frontière Togo-Ghana. Et voilà donc qui nous amène à évoquer justement la sécurité maritime, les grands axes du projet de stratégie de la protection du littoral. Qu'est-ce qu'il faut en savoir? Les explications, Luc Assis.
Pour renforcer la gouvernance maritime au Togo, les grands axes du projet de stratégie nationale pour la mer et le littoral ont été préconisés par les acteurs impliqués dans l'action de l'État en mer. Au rang de ces actions, la construction d'un centre et d'une tour de surveillance pour accroître l'ensemble des contrôles sur l'espace maritime. Le gouvernement prône aussi la création d'un comité national d'hydrographie, d'océanographie et de cartographie pour consolider la gouvernance maritime et la protection de l'environnement marin. Il existe en réalité un comité national d'hydrographie, de cartographie et d'océanographie. Mais c'est une décision qui avait été prise au niveau de l'autorité portuaire. Donc, tel qu'il est composé, nous n'avons pas toutes les compétences qui peuvent apporter leur savoir-faire dans la gestion de ce trafic. Donc, nous avons proposé que ce comité soit beaucoup plus créé, fasse l'objet d'une décision des plus hautes autorités de notre pays. C'est le premier point en ce qui concerne la gouvernance. L'autre projet que nous avons soumis à la conférence, c'est la création d'un comité qui va se charger en fait d'une centrale de gestion, de traitement des résidus et des déchets émanant des navires. Autre défi urgent à relever, l'érosion côtière qui représente un enjeu économique important en termes de pertes au niveau des infrastructures et des terres. Nous avons donc fait le diagnostic et indiqué les solutions qui sont des ouvrages qui arrêtent l'évolution de l'érosion, mais qui demandent des ressources importantes. Nous avons indiqué les plans d'action qui ont été établis à la suite d'études socio-techniques et qui permettent effectivement d'enrayer l'érosion. Le coût total de ces ouvrages a été chiffré à 66 milliards et plus de 66 milliards. Toujours dans la préfecture des Lacs, au plan économique, la délégation à l'organisation du secteur informel d'Ossi, après une étude approfondie, relève une précarité dans la vie des pêcheurs, des paysans et des jeunes, laissant libre cours à des activités illicites comme la vente des carburants. Elle propose la réorganisation des populations et le développement d'une série d'activités de substitution pour relever leur niveau de vie. Les objectifs poursuivis sont permettre aux acteurs de mutualiser leurs efforts, d'améliorer leurs techniques et les moyens de production en vue d'augmenter leurs revenus et aussi contribuer à lutter contre les différents types de trafic. La stratégie d'intervention se résume comme suit: assurer la création des mécanismes de coordination et d'autoprise en charge, l'amélioration des connaissances du secteur pour identifier les acteurs et déterminer avec eux les actions à mener, la sensibilisation et la mobilisation de tous les acteurs, le renforcement des capacités, la pisciculture, la réintroduction du poisson dans le lac Togo, la reconversion des pêcheurs qui le souhaitent à d'autres activités. Dans la même optique, il a souhaité la réorientation des pêcheurs artisanaux pour éviter la pêche dans la zone de mouillage par la création d'un dispositif de concentration de poissons. Les pêcheurs voulant aller pêcher autour des bateaux, parce que le bateau constitue un objet flottant agrégateur qui attire les poissons. Donc les pêcheurs veulent aller pêcher à ce niveau, ce qui pose des problèmes de conflit parce qu'ils sont assimilés quelquefois à des pirates. Donc ça pose des problèmes. Et par rapport à cela, nous avons proposé de mettre en place un dispositif flottant, comme un bateau aussi, mais c'est un dispositif flottant, agrégateur, qui attire les poissons et orienter les pêcheurs vers cette zone de pêche. La stratégie propose également la création d'infrastructures portières de traitement des déchets d'hydrocarbures et d'établissement d'une zone maritime protégée. Notre pays, ou bien nos océans, ou nos fleuves regorgent d'une énorme potentialité de flore et de faune. Et qu'il y a nécessité aussi de mettre en place une politique qui puisse préserver cette biodiversité marine ou aquatique. Et quand nous aurons mis en place justement les aires marines protégées, cela va nous permettre justement de mettre également en place une politique de développement durable justement
au niveau des endroits riverains ou bien des populations qui sont riveraines de ces aires protégées marines. Concernant la sûreté et la sécurité, il est envisagé une plateforme de solutions en vue de favoriser davantage le développement des activités maritimes et portuaires. Toutes ces mesures prises par le Togo suscitent l'admiration des partenaires. Le schéma que vous avez retenu au Togo, que votre président de la République a décidé, l'action de l'État en mer, c'est un schéma qui est très proche du schéma français. En fait, il a mûri ce choix lorsqu'il est allé à Paris en novembre 2013. Il a vu notre dispositif, il a visité la préfecture de Brest et il a pensé que ce serait bon pour le Togo d'avoir cette organisation. Donc, dans l'architecture générale et dans les aspects particuliers, tout ce que vous faites au Togo, dans l'action de l'État en mer, si vous voulez, c'est quelque chose qui est similaire et qui est un miroir de ce que nous avons, nous, en France. Et ça aide à coopérer. Les eaux togolaises sont des eaux très réputées dans la sous-région. C'est parce que ce sont des eaux sûres et bien gérées. Et cela explique le nombre extrêmement important de bateaux en mouillage, la réussite du port, tout ceci se sait. Le gouvernement entend intensifier davantage ses efforts pour faire du Togo un pôle par excellence du développement des activités économiques à partir des garanties qu'offre son port, le seul anneau profond de la sous-région. À l'étranger, 90 minutes pour convaincre 90 millions de téléspectateurs pressentis. Les Américains attendent impatients le premier débat, le premier face-à-face entre Hillary Clinton et Donald Trump dans quelques heures. Cela se passera ici, près de New York, sur le plateau de la chaîne NBC. Du sport pour refermer cette édition de football avec la grande finale du tournoi Jeunesse solidaire du parti au but de Gabriel Mensah-Guomekojo. Caïma FC Junior enlève la partie. Ramdan Bassina pour le compte rendu. Le sport unit les peuples, a-t-on l'habitude de dire, et le football fédère les énergies entre les jeunes. Un canal bien choisi par le parti ou organisation pour bâtir dans l'union un Togo solidaire au but pour appeler les jeunes du village de Nanegbe, Zosimé et de leurs environs dans le canton de Zanguera à la solidarité. Ce tournoi a connu la participation de 6 équipes avec à la finale la victoire de Canon Junior FC qui a battu Luku FC par un score de 3-8-1. Le symbole de notre parti, c'est le ballon. Donc, au but, après comme symbole le ballon, nous avons prévu rassembler les jeunes, les sensibiliser sur les idéaux, les valeurs que nous défendons, sur la vision du parti. Et donc, je pense que les jeunes de Nanegbe ont répondu massivement à cet appel parce que nous sommes venus pour la reconstruction, pour donner aux jeunes un éclat extraordinaire, et nous avons assisté aujourd'hui à une finale qui a rassemblé tout un monde, tout un public. Donc je pense que le message que nous véhiculons est passé. Pour le président national du parti au but, Mensah-Guomekojo, la jeunesse est non seulement l'avenir, mais aussi le présent. Raison de plus pour leur accorder plus d'attention. Pour nous, la jeunesse est l'un des moteurs du développement de chaque société. Et c'est pour cela que nous avons repris notre campagne de sensibilisation par des manifestations, en tout cas englobant les jeunes. Si on s'occupe d'eux, s'ils sont bien orientés, je pense quand même qu'ils porteront fortement l'avenir et l'épanouissement de notre pays. Et c'est pour cela que notre campagne de sensibilisation, nous aurons à multiplier ces genres de tournois un peu partout dans le Grand Lomé et également donc à l'intérieur du pays. La 3e place est revenue à Victoire FC qui est venu à bout de Diadora, 2-1. Les responsables du parti assurent que ce tournoi de football Jeunesse solidaire n'est que le début de la phase de mobilisation des militants et sympathisants. Et plus de sport tout à l'heure à 21h. Alfred Colani et ses chroniqueurs vous donnent rendez-vous dans un instant. Je vous souhaite une très belle soirée.